Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cours sur les documents de fabrication. Alors, on y va. Donc les documents de fabrication, c'est ce que vous retrouvez dans l'atelier quand vous êtes en production. Vous prenez un TP quelconque, le TP-Key par exemple, ou un autre, et du coup vous avez des documents à votre disposition. Donc on va voir l'objectif de ce cours, c'est de voir ensemble ce qu'il y a dans ces documents, de quoi ils sont constitués, par qui ils ont été faits, et à qui ils servent, et à quoi ils servent. D'accord? Alors, on y va. Donc, on vous dit qu'il existe principalement trois types de documents exploités par l'opérateur sur la machine-outil. Premièrement, le dessin de définition. Donc, c'est le plan avec tous les codes de la pièce. On parlera de nomenclature des phases ou de gamme de fabrication. Hein. Ça, il y a un autre terme. On peut parler de gamme de fabrication. Et puis enfin, vous avez le document, c'est le contrat de phase. Donc là, on n'a pas mis, mais vous pouvez aussi retrouver des fois le programme, carrément le programme. On va pouvoir vous rajouter des photos certaines fois avec des montages spéciaux, voilà, plein de choses. En fait, les documents de production, faut bien avoir à l'esprit que ce sont des documents qui permettent de décrire comment est fait la production. Il faut s'imaginer le contexte dans une entreprise où une production revient souvent. L'idée, c'est que le fait de l'écrire, de le formaliser, c'est-à-dire de faire des documents, ça permet à chaque fois qu'on va remettre en route la production d'aller plus vite, puisqu'on aura toutes les informations concernant cette production. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, les documents de production servent dans les entreprises aussi à bien entendu formaliser ce qu'on fait. Et du coup, on formalise le savoir. Les compétences qu'ont les entreprises, elles l'écrivent quelque part, c'est enregistré, c'est gardé. Et ça, ma foi, ça paraît anodin, mais en fin de compte, c'est assez important. C'est vraiment le savoir de l'entreprise qui reste. J'imagine une chose, on a mis en route une production et puis un jour la personne qui maîtrisait cette production s'en va. Ben, le fait d'avoir des documents de production, on garde le savoir dans l'entreprise. Ça, c'est important. Ensuite, ça va pouvoir servir bien entendu à celui qui règle la machine, mais aussi quand on a des objectifs de qualité à obtenir, c'est-à-dire la qualité, c'est qu'on se doit de d'écrire ce qu'on fait, de le formaliser. Hein. Voilà. Bon, je vais pas plus loin pour les explications. Donc je vous dis tous les documents qu'il y a. Nous, on va s'attacher aux principaux, nomenclature des phases et contrat de phase. Alors, on va déjà commencer par présenter un peu différents types de bureaux et je vais vous donner des explications sur qui fait quoi. Alors, dans une entreprise, alors pas toutes, hein, bien entendu, il y a le bureau d'études, le bureau des méthodes et l'atelier de production. Donc là, si vous avez ce schéma-là, bureau d'études, bureau méthode et atelier de production, c'est que l'entreprise conçoit ces produits et donc les fabrique derrière. Or, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne conçoivent pas leurs produits, en fait, qui font juste de la fabrication. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de bureau d'études, on parlera d'un bureau des méthodes. On va voir la différence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bureau d'études? C'est en fait, imaginons que vous avez à fabriquer une entreprise qui fabrique une moto, on va aller loin, hein. Et ben, cette entreprise qui fabrique une moto, elle va avoir des ingénieurs qui vont concevoir la moto. Donc ils vont concevoir chaque pièce, comment on fait la pièce, quelle matière, quelle dimension, quelle forme, etc. Donc à partir de ça, on va tirer des dessins d'ensemble et des dessins de définition quand on va faire les études. Alors on vous a marqué conception, il y a aussi l'étude du cahier des charges, exigence du client. Oui, ceux qui conçoivent la moto, ils vont avoir un cahier des charges, c'est-à-dire quel type de moto, quel cylindré, pour quel public, quelle gamme de prix, etc., etc. Ça, c'est le cahier des charges. Donc une fois qu'on a fait nos dessins d'ensemble, des dessins de définition, alors qu'est-ce que c'est la différence? Je vous le rappelle quand même. Un dessin d'ensemble, c'est un dessin où toutes les pièces d'un système sont représentées.
Donc si je reprends ma moto, ça ferait un dessin très compliqué. On va même, pour une moto, il y aura sûrement un dessin d'ensemble et des dessins de sous-ensemble, hein, puisque vous aurez l'ensemble moteur, l'ensemble boîte de vitesse, etc. Euh, voilà. Donc le dessin d'ensemble en général, un petit rappel, vous n'avez pas de cote précise dessus. L'idée c'est juste de voir comment les pièces sont imbriquées entre elles. Et du coup, ça nous permettra une fois qu'on va voir comment les pièces sont imbriquées entre elles, ça peut permettre à l'opérateur ou celui qui règle la machine de comprendre quels sont les codes vraiment importants et fonctionnels. Les codes fonctionnels, c'est les codes qui ont un intérêt dans le mécanisme. Voilà. Ça, c'est pour le dessin d'ensemble. Et puis enfin, le dessin de définition. Là, par contre, il y a un dessin par pièce. Et là, on retrouve toutes les caractéristiques de la pièce, sa matière, ses états de surface, les codes dimensionnels, c'est-à-dire les longueurs, les diamètres, etc., les codes géométrie, parallélisme, perpendicularité, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le bureau d'études ou le client qui construit ces documents. Donc ensuite, ce dessin, il passe à l'entreprise, on le donne à l'entreprise. Et donc, si l'entreprise est de taille assez grande, on va dire, dans cette entreprise, il y aura un bureau des méthodes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bureau des méthodes? C'est là où on va étudier, on va regarder comment on va faire la fabrication. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans le bureau des méthodes? On va faire l'avant-projet de fabrication, c'est-à-dire c'est une sorte de nomenclature des phases, c'est une nomenclature des phases, mais euh, pas définitive, hein. C'est ce qu'on appelle l'avant-projet. Et puis, on va élaborer les contrats de phase. Maintenant, avec les nouvelles méthodes de production, c'est en général là où il y aura la FAO, la fabrication assistée par ordinateur, et c'est des gens qui sont en méthode qui vont générer les programmes pour les machines. C'est eux qui vont décider de quelle machine on utilise, quel outil on utilise. C'est eux qui vont se spécialiser, qui vont dire quel outil, quelle vitesse choisir, etc. etc. Euh, voilà pour le bureau des méthodes. N'oubliez pas qu'un bon bureau des méthodes, il travaille vraiment en lien avec leur atelier, hein. C'est pas le bureau des méthodes, il peut pas être décloisonné de l'atelier, hein. Très souvent d'ailleurs dans le bureau des méthodes, vous retrouvez des gens qui sont issus de l'atelier, hein, qui ont d'abord été dans l'atelier et qui ensuite ils avaient une bonne connaissance de l'atelier et du coup ils passent aux méthodes, hein. Faut pas le voir comme quelque chose de très abstrait et uniquement théorique, hein. C'est pas vrai, on peut pas être un bon technicien méthode et pas connaître l'atelier, ça c'est pas vrai. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours des différences. Et rien que tel que d'être passé par l'atelier. Voilà. Et puis enfin, en dernier, vous avez l'atelier de production. Là, c'est clairement nous, hein. C'est là la fabrication. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser les outillages. Alors les outillages, là, on va plus, je pense, on entend plus par là les outillages, les montages d'usinage, hein, plutôt que des outillages. C'est là qu'on va faire les réglages machine. On va préparer le brut, lancer la production, c'est-à-dire réglage machine et lancement de production. Ça c'est l'atelier, ça c'est nous. Donc donc voilà pour les trois, ces trois parties distinctes, hein, comment la pièce elle passe de où à où, hein. Donc si on peut faire un petit parallèle tiens, avec le Greta lycée là, le bureau d'études ça serait plus ce que vous faites en construction. Donc quand vous êtes en construction, en cours de construction, vous concevez les pièces. Bureau des méthodes, c'est quand vous êtes sur FAO, vous êtes en train de, de, de choisir les procédés d'usinage, comment vous usinez la pièce, vous faites un chariotage, un perçage, vous choisissez vos vitesses, les stratégies d'usinage. Euh, Après, vous allez élaborer des documents de production, ça c'est quand vous êtes en projet, hein, quand vous allez faire votre projet en terminale. Et puis enfin, l'atelier, c'est quand vous réglez la machine et que vous produisez. Voilà un peu si on peut faire l'analogie avec notre lycée. Alors, petite parenthèse, certaines entreprises ont juste l'atelier et toute la partie bureau des méthodes se fait dans la tête des régleurs ou dans la tête du patron, hein. Dès qu'on est dans une petite structure, une petite entreprise, il y a pas tout ça, hein. Il y a juste l'atelier de production. Donc, voilà. Alors.
Voilà, pourquoi j'ai pas la page suivante? Ah, page suivante. Alors, donc le dessin d'ensemble. Euh, donc je vous l'ai dit, hein, on a ici l'exemple d'une pompe à palettes et si j'agrandis et si on observe, ben, on voit l'ensemble des pièces, on voit même un éclaté. Ça permet de toujours mieux comprendre l'éclaté, comment sont assemblées les pièces entre elles. Et puis l'idée c'est, je vous dis, c'est un, de comprendre le mécanisme, comment vont fonctionner les pièces entre elles, comment les pièces vont pouvoir se déplacer entre elles. Et nous, pour la production, vraiment l'intérêt, ça va être de dire, bah tiens, cette pièce là, cette pièce 3 par exemple, l'arbre, il va s'emmancher dans l'autre pièce, c'est-à-dire dans le corps, à quel endroit, ah tiens, il y a un coussinet entre les deux, et puis du coup, ah oui, je vois, il y a une cote diamètre 16H7, ah mais d'accord, il y a une cote avec ajustement, etc. Parce qu'il y a une autre pièce. Donc cette pièce va s'emboîter dans l'autre, donc là, oui, effectivement, cette cote est importante, alors que on pourrait dire, tiens, bah, le corps, il a une telle épaisseur, la grosse pièce a le 1, le corps, il y a un diamètre extérieur là qui est de 5, je sais pas moi, on va le voir sur le dessin de définition qui est de 50, oh, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc est-ce que c'est grave si la cote est pas tout à fait bonne, etc. Est-ce qu'on peut pas voir avec le client s'il n'y a pas moyen de négocier un peu? Quand je vous dis ça, bémol, hein, on vend des pièces conformes au client, mais des fois ça peut avoir son importance, hein. Voilà, donc ça c'est le dessin d'ensemble, toujours intéressant de l'avoir, comprendre comment les pièces fonctionnent entre elles. Voilà. Alors ensuite, le dessin de définition. Donc là, par contre, le dessin de définition, c'est le document qui est donné par le donneur d'ordre, le client, ou le bureau d'études, si vous avez un bureau d'études dans l'entreprise. Alors, il a une valeur juridique en cas de litige avec le client. Oui. Si, imaginons que vous fabriquez une pièce, vous la contrôlez, vous estimez qu'elle est bonne, donc vous la livrez à votre client, et puis lui, le client la reçoit, il la contrôle de son côté, et il estime qu'elle n'est pas bonne. Donc il ne va pas vouloir vous payer, et il va y avoir litige. Et du coup, si vous vous retrouvez devant les tribunaux, la pièce qui va faire foi, les tribunaux vont nommer des experts et vont s'appuyer sur la pièce qui a été vendue, bien entendu, ils vont récupérer la pièce que vous avez fournie au client, et sur qu'est-ce qu'ils vont regarder pour voir qui a raison ou qui a tort, et bien ils vont regarder le dessin de définition, et ils vont regarder ce qui a été demandé dans le dessin de définition, et ils vont comparer aux exigences du dessin de définition. Et, et du coup, bah, c'est ce document qui fera foi. Donc s'il y en a qu'un à avoir, très honnêtement, des fois, quand vous êtes devant une machine, s'il y en a qu'un à avoir, c'est vraiment le dessin de définition. Ça, vous pouvez pas travailler devant une machine sans votre dessin, ça c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme information ce dessin? Il nous donne les caractéristiques concernant sa matière, on peut avoir des caractéristiques mécaniques, traitement thermique, le type de brut, qualité du produit, tolérance dimensionnelle, géométrique et de sa surface, et encore d'autres s'il y en a d'autres, hein. Voilà. Ouais, page suivante. Alors, page 3, on a bah tiens, ici l'exemple du dessin de définition. Donc on voit le dessin de définition de la pièce de l'accord, avec toutes les informations nécessaires. Voilà pour les documents élaborés par le bureau d'études. Donc maintenant, on va passer aux documents réalisés par le, par le bureau des méthodes. Donc le premier, c'est la nomenclature des phases, où je vous ai mis, vous voyez, ou gamme de fabrication. Donc définition, la nomenclature des phases est un document regroupant des informations liées à la fabrication entière d'un produit. On entend un produit, une pièce, hein, pas le produit, pas la moto par exemple, pas toutes les pièces de la moto, c'est juste une pièce, hein. Donc on part de l'élaboration du brut, on part des usinages, le contrôle, traitement thermique, peinture, tout. On met tout dedans. Donc si je pouvais faire une petite synthèse, en fait la nomenclature des phases ou la gamme de fabrication, c'est un document qui résume comment on fabrique la pièce de A à Z. Et y compris, c'est ce qu'on vous met, s'il y a du traitement thermique, s'il y a de la peinture, s'il y a autre chose. Je vous donne un exemple, hein, vous avez tous fait le pion sur le pion du morpion. Eh ben,
en fait, vous aviez une nomenclature avec quoi? Ben, vous aviez première phase, vous aviez une phase de débit, vous débitiez le plastique, les brutes de plastique sur l'étau, et puis deuxième phase sur la machine, sur l'Optimax. Là, on n'a que deux phases. Voilà, on verra que c'est souvent plus complexe. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Avant de pouvoir réaliser la nomenclature des phases, il faut certaines données. Un cahier des charges du produit doit être élaboré et être défini, effectivement. Alors, les données nécessaires pour le faire, bah, il faut le dessin dessin de définition de pièces, la quantité de pièces à fabriquer, les cadences, les délais, une idée du coût. Effectivement, quand on est dans un bureau des méthodes, quand on a un vrai bureau des méthodes et qu'un client vient vous voir et veut fabriquer des pièces, s'il en a une à fabriquer ou j'exagère, 1 million, ça va forcément changer le moyen de production. On ne va pas travailler de la même façon pour faire 1 ou 1 million de pièces. Même 1 ou 100 000 pièces, ça ne va pas être les mêmes moyens de production. Donc, le bureau des méthodes tiendra compte de ça. Bien sûr, les méthodes vont tenir compte des disponibilités de l'entreprise. Hein. Disponibilité, bah, savoir est-ce que il y a des dispos en termes de compétences, est-ce que les gens sont là, assez de gens pour travailler. Le parc machine, ben, est-ce qu'elle a les machines capables de fabriquer ce que exige le client, les outils nécessaires, et puis bien entendu le personnel et l'expérience industrielle. Donc là, c'est les compétences professionnelles. Est-ce qu'il y a dans l'entreprise, il y a des gens qui sont capables de le faire? Donc à partir de tout ça, on mouline tout ça et donc on élabore une gamme de fabrication, c'est-à-dire, alors c'est là où on retrouve, tout à l'heure on parlait d'avant-projet de fabrication, c'est la même chose, on va élaborer avant de faire une gamme. La gamme de fabrication, si vous voulez, c'est quand c'est définitif, quand on a validé le processus de fabrication. Là, avant-projet de fabrication, c'est en amont, on imagine comment on va faire. Voilà. Alors, vous avez un exemple de nomenclature ici. Alors, regardez, vous avez, on vous dit, vous voyez, phase 10, on fait du sciage. Phase 20, on fait du fraisage sur. Alors, on vous met NU 1060, c'est sur une fraiseuse. Et puis, on vous détaille vraiment très simplement, vous voyez, surfaçage plan, ébauche, contournage, finition de contour. C'est-à-dire que quand on voit ce document, un technicien il se dit ah d'accord, ils ont choisi de passer d'abord sur une fraiseuse, de faire ces opérations d'abord, après on se reprend derrière, on fait les autres opérations, etc. etc. On voit on a vraiment un résumé de la fabrication de la pièce. Mais si vous remarquez bien, il n'y a pas de vrais éléments techniques. On ne sait pas quel outil on choisit, quelles sont les conditions de coupe, on ne voit pas comment est installée la pièce dans la machine. C'est vraiment succinct. Hein. Voilà pour la nomenclature. Alors, euh, la méthode pour élaborer une nomenclature, premièrement, soit une méthode générale qui est basée sur le savoir-faire de la personne réalisant l'étude et la connaissance des moyens de fabrication. Ça, c'est souvent ce qui se fait. Soit méthode de technologie de groupe par codification de la pièce à réaliser va nous donner une gamme type. Ouais, ça c'est en grosso modo, c'est en fonction des formes, on attribue ça va nous donner une gamme type en fonction des surfaces qu'on a usinées, on va obtenir une gamme type. Bon, ça c'est pas de notre niveau, c'est plus d'un niveau d'un BTS, voire plus. Ensuite, compte tenu de la nomenclature des phases. Alors, là c'est important, on va s'arrêter là-dessus. Vous avez phase. Qu'est-ce que c'est qu'une phase? Donc on définit une phase, c'est l'ensemble d'opérations qui sont réalisées sur un même poste de travail. Je m'explique. Toutes les opérations, euh, par exemple, si on revient sur notre exemple du pion. Le pion, vous avez au début des opérations de sciage que vous avez fait sur l'établi, dans l'étau, hein, sur l'établi, et vous avez serré votre pièce dans l'étau. Et ensuite, vous êtes passé sur votre Optimax, vous avez fait premier côté et deuxième côté sur l'Optimax. Donc du coup, sur l'Optimax, vous êtes resté sur la même phase. Vous étiez dans la phase de tournage sur l'Optimax. Imaginons que vous ayez fait votre premier côté sur un Optimax le 1 et le deuxième côté sur l'Optimax numéro 2. Et bien dans ce cas-là,
vous auriez changé de phase parce que vous avez changé de poste de travail. L'Optimax 1 est différent de l'Optimax 2. Donc vous auriez eu une phase supplémentaire. Même si la pièce, ça n'aurait rien changé en réalité. Hein. Donc on change de phase quand on change de poste de travail. Ça, il faut bien le retenir. Et si une pièce, vous voyez, un poste de travail, c'est en gros une machine différente chez nous. Donc la scie, c'est une machine différente, un tour, c'est une machine différente, etc. Après, vous avez des postes de travail, une cabine de peinture, un four de traitement thermique, un poste de contrôle, tiens, ça peut être un poste de travail, un poste d'assemblage à la fin, c'est aussi un poste de travail. Voilà. Voilà pour les phases. Les sous-phases. Alors, les sous-phases, on le définit en disant que chaque sous-phase, c'est l'ensemble d'opérations réalisées sans démontage de la pièce. Donc, à chaque fois qu'on 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 démonte la pièce, alors là, on reprend l'exemple du pion que vous avez fait, hein. Vous aviez la phase premier côté, pardon, excusez-moi, vous avez premier côté, vous avez fait votre premier côté, puis après votre pièce, vous faisiez le deuxième côté sur la même machine. Et bien là, vous avez changé de sous-phase entre le premier et le deuxième côté. Pourquoi? Parce que vous avez démonté la pièce. Donc, on parle de démontage de pièces. En réalité, pour être un peu plus précis, on change l'isostatisme. À chaque fois que l'isostatisme change, et ben on change de sous-phase. Ça, on ne l'a pas encore vu, c'est un des chapitres de technologie qu'on verra, l'isostatisme. On aura l'occasion d'en reparler. Mais vous, pour simplifier la chose, retenez que dès qu'on démonte la pièce, même si on reste sur la même machine, on a changé de sous-phase. Et puis enfin, les opérations. Quand est-ce qu'on change d'opération? C'est quand c'est l'obtention d'une ou plusieurs surfaces élémentaires sans démontage de la pièce, en n'utilisant qu'un seul mouvement relatif dans le couple outil-matière. Alors bon, c'est un peu, je trouve ça un peu blablabla ça. Retenez plutôt qu'une opération, grosso modo. Déjà, à chaque fois qu'on change d'outil, on change d'opération. Hein. Ensuite, quand on a une opération, on peut avoir le même outil et faire une opération, par exemple, avec le même outil d'ébauche et de finition. Là, c'est quand même deux opérations distinctes, ébauche et finition. Et puis, après, vous aurez avec le même outil, par exemple, votre outil tient un forêt à pointer, il va faire des opérations de pointage pour pré-percer des trous, et puis on va pouvoir s'en servir, par exemple, pour faire du chanfreinage, pour casser les arêtes. Et ça sera une opération différente. D'accord? Donc il y a des histoires de surface élémentaire, mais c'est aussi la nature même de ce qu'on fait des fois qui change. Hein. Mais ça, à la rigueur, c'est pas ça qui vous pose le plus de problèmes. Donc je résume, phase, sous-phase et opération. Donc on change de phase quand on change de poste de travail, on change de sous-phase quand on démonte la pièce, et enfin on change d'opération quand on fait quelque chose de différent, du perçage, du taraudage, un épaulement extérieur, du chariotage extérieur, de l'ébauche, de la finition, etc. Voilà. Alors après, pour les numéros, là, je vais remonter sur le document précédent. Celui-là, il n'est pas tout à fait conforme. Voilà. Alors, pour être honnête, il y a une trentaine d'années, ils avaient essayé de normaliser tout ça en France et ils avaient mis une norme en place qui disait que les phases, ça va de 100 en 100. Or là, on voit que ça va de 10 en 10. Donc vous allez dire, ah, mais c'est déjà pas correct. Oui, effectivement. En fait, il y a un institut qui avait essayé de normaliser un peu tout ça, et puis en fait, on se rend compte que chacun fait à sa sauce. Il y a, nous, dans l'éducation, on arrive à peu près se tenir tous à la même norme, mais après, par contre, les entreprises, elles n'ont pas, comme par exemple si on comparait à la programmation, elles n'ont pas décidé de suivre vraiment quelque chose de normé. Elles font comme elles ont envie. Pourquoi? Parce que ce sont des documents propres à elles, qui leur servent à eux. Et l'objectif de ces documents, c'est quoi? C'est que les opérateurs, les gens de l'entreprise les comprennent. Et s'ils ont un langage propre à eux qui comprennent bien, et du coup, ça fonctionne et ils n'ont pas besoin d'aller faire comme on leur dit de faire. Après, les documents de production ont quand même à peu près toujours le même squelette. Hein. Ce que je vous montre là, vous le retrouverez aussi en entreprise, mais pas forcément avec la même logique, parce que j'étais en train de vous expliquer la logique de phase, sous-phase et d'opération.
La logique que nous on adopte, et d'ailleurs qui n'est pas sur ce document, c'est que les phases, je vous ai dit, elles vont aller de 100 en 100. Donc là, moi si je faisais le document, je dirais phase 100 sillage, phase 200 fraisage, phase 300 fraisage CN, phase 400 perçage taraudage. Pourquoi? Parce que le chiffre des centaines est réservé aux phases. Donc du coup après, quand on est dans une phase, sur une machine, on a une histoire de sous-phase. Donc on dirait par exemple 200 fraisage, 210 première sous-phase. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que sur la première machine, là en phase 200, on va retourner, on va faire premier côté et deuxième côté de la pièce. C'est pas le cas dans cet exemple, mais ça serait peut-être le cas. Donc du coup, le chiffre 10 de 210, ça serait pour dire première sous-phase. Si dans un document, dans une même phase, vous avez 210 et 220, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la première sous-phase 210 et la deuxième sous-phase 220. C'est-à-dire que dans la même machine, on va retourner la pièce. Retourner, en tout cas, on va démonter la pièce. Elle ne va pas être montée deux fois pareil. D'accord? Et enfin, le dernier chiffre, imaginons qu'il y ait 211, bah les chiffres unités, ça sera le chiffre des opérations. Donc, si je vous dis par exemple 213, ça veut dire que c'est la phase 2, première sous-phase parce que le chiffre 1, et le 3, troisième opération. Si je vous dis 421, ça veut dire que c'est la quatrième phase, deuxième sous-phase, puisque 2, 421, et 1, première opération. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà un peu la logique des phases, sous-phases, etc. Vous trouverez parfois aussi, pour les opérations, à la place des unités de 1, 2, 3, etc., on peut mettre des lettres A, B, C, D, etc. Ça ferait, par exemple, 200, alors pas 200, mais 21A. Alors pourquoi on peut remplacer aussi par des lettres? Parce que le problème, c'est que des fois, il y a beaucoup d'opérations. Et quand on arrive à 10, il en faut plus. Donc on a plus d'opérations possibles avec les lettres de l'alphabet, on en a 26, alors qu'avec des chiffres, on n'en a que 10. Voilà. Même 9, puisque sinon 10, on revient à 0. Voilà pour les explications. Voilà, voilà. Allez, on repart dans notre cours. Donc, différents types d'opérations. Ébauche, élimine l'excédent de matière. Pour cette opération, on va chercher à aller enlever un maximum de matière en un minimum de temps, tout en rapprochant du profil affiné. Demi-finition. Parfois, on rajoute une demi-finition. Si une ébauche suivie d'une finition ne suffisent pas à obtenir des spécifications, on réalise d'abord une ébauche, puis une demi-finition, corrigeant les défauts d'une grosse ébauche. Et enfin, une finition. Donc finition, c'est quoi? Termine toutes les spécifications imposées par le dessin de définition, tolérance, état de surface. Pour cette opération, l'avance doit être calculée en fonction de l'état de surface attendu. Grosso modo, très généralement, on fait une ébauche-finition. On rajoute parfois une demi-finition. Alors, une demi-finition, c'est en gros une première finition. S'il y a une demi-finition, c'est comme s'il y avait une première finition. Et l'objectif, c'est souvent de rattraper des défauts de géométrie. Parce que l'ébauche, il risque d'y avoir. Bah tiens, ça me fait penser. Toujours repartons sur votre fameux pion. Quand vous faites le pion vous vous rappelez que vous faisiez le pion du morpion. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de la flexion. Que du coup, votre pion, votre diamètre, comme c'est du plastique, quand vous contrôliez votre pièce, vous aviez un petit cône. Ça faisait un cône. À cause de quoi? De la flexion. C'est ce qu'on vous expliquait sur la machine. Et une des solutions pour pallier à ça, des fois, on a dû vous dire sur la machine, eh ben écoute, tu n'as qu'à faire deux finitions. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait deux finitions? La première finition, il y a le cône, mais corrige quand même beaucoup la géométrie. Et le fait d'en faire une deuxième, des fois, ça suffit pour arriver à ne plus avoir ce cône. Donc c'est un peu comme si, dans ce cas, quand on vous a dit sur la machine, faites deux finitions, c'est un peu comme si on vous demandait de faire une demi-finition. Ça revient un peu à ça. Voilà, voilà. La nomenclature des phases précise donc le processus ordonné des différentes phases et des sous-phases nécessaires à la fabrication de la pièce considérée. Ça, on l'a déjà dit. Chacune des phases, sous-phases, contient les informations suivantes. Alors, on met quoi dedans? On met la désignation ordonnée des opérations d'usinage, la machine, un schéma portant la silhouette de la pièce en position d'usinage. Alors, le schéma, regardez, si on regarde bien là, les schémas, je reviens un peu en arrière. Pour chaque phase,
on met le schéma de la pièce, à quoi elle va ressembler une fois que la deuxième phase sera faite, la phase 20 là, qui est marquée 20. Ouais, une fois que la pièce sera faite en phase 20, elle va ressembler au schéma qu'on a à droite. Une fois qu'elle sera faite en phase 30, elle va ressembler à ça. Voilà, l'idée c'est ça. Voilà, voilà. La pièce peut être représentée dans son état fini ou provisoire par des vues 2D ou 3D. Alors, en général, on met bien du 3D, c'est un peu plus explicite que du 2D. L'idée, c'est de mettre aussi la mise en évidence des surfaces générées en traits forts rouges. C'est pas le cas ici, hein, ça n'a pas été fait, mais on peut le faire. Euh, Ces documents, je vous dis, ils ont essayé d'être normés, mais il n'y a pas forcément non plus de règles. L'objectif de ces documents, n'oubliez jamais, c'est que c'est d'être le plus compréhensible par le plus grand nombre. Et presque on donnerait un document qui serait parfait, c'est qu'on le donnerait à un novice, à quelqu'un qui connaît pas bien qui connaît pas les documents, comment ça fonctionne, il comprendrait. Il comprendrait tout sans avoir jamais eu ce cours. Ça voudrait dire que le document de production, il est bien fait. Voilà. Donc la nomenclature précise donc le processus ordonné des différentes phases et des sous-phases nécessaires à la fabrication de la pièce. Et vous voyez, on parle de sous-phases, mais on parle aussi des opérations. Chacune des sous-phases contient des informations. La machine, je viens de le dire, je suis bête. Voilà, voilà. Alors, quelle que soit la méthode utilisée, le bureau des méthodes peut définir plusieurs nomenclatures des phases possibles pour une même pièce. Ouais. Oui, il n'y a jamais qu'une façon de faire la pièce, hein, il y en a toujours plusieurs. Après, à eux de choisir la meilleure. On choisira par la suite la meilleure, la mieux adaptée, etc. etc. Voilà. Alors, maintenant, on va aller passer au contrat de phase. Donc ici, vous avez l'exemple d'un contrat de phase. Donc pour la phase 30, alors, qu'est-ce qu'on y a mis dedans? Il est fait en... il y a 2 pages, hein, parce que bon, bah, il y a tellement d'informations qu'on a fait 2 pages. On a décidé de faire 2 pages. On retrouve quoi? On retrouve le dessin de la pièce. Donc cette fois, là, par contre, si vous observez bien, il y a pas de 3D. Il y a juste un 3D en bas, un petit ici, là, il y a juste un petit 3D ici pour vous aider toujours vous. Mais là, par contre, on a choisi de faire des représentations plans. Hein. C'est beaucoup mieux. D'accord? On comprend mieux là avec le plan. Donc on retrouve des informations en haut dans le cartouche, quel ensemble, quelle pièce, la matière toujours. On retrouve là des informations techniques, quel programme d'usinage. Ok, s'il y a un fichier à 1, des dates. Alors sur le dessin de gauche là, qu'est-ce qu'on va voir? On retrouve l'origine programme. Ici, il n'a pas été représenté, mais nous on aime bien, ça serait bien de mettre les axes machines, ça serait encore plus clair. Et puis ces petits symboles là, ces flèches qu'on voit là, ici en haut, là à gauche, etc. Ça, c'est des symboles d'isostatisme. Alors l'isostatisme, c'est ce qui explique comment on installe la pièce sur la machine. Donc ça, pour l'instant, j'en parle pas parce que ça fait l'objet d'un cours spécifique. Voilà. Donc, on retrouve ensuite chaque opération. Donc, vous voyez, ici, on a mis des lettres A, B, C, D, etc. Comme je l'ai dit, on vous dit qu'on fait du surfaçage. On vous indique les outils. Donc là, il est incomplet ce contrat de phase parce qu'en fait, il faudra aussi rajouter ses correcteurs. C'est-à-dire que ça serait bien de préciser à l'opérateur que la fraise à surfacer, par exemple, c'est le T1D1. Alors, l'opérateur là pourrait se débrouiller, hein, il a le programme, donc il irait dans la machine et voir dans le programme où sont placés les outils. Ah ben non, je vous dis des bêtises, il y est, ça y est à droite. Là, ça a été choisi de mettre dans des colonnes. C'est vrai que nous on le met souvent, moi je les mets ici. Vous voyez, je les mets tout de suite après l'outil. Ça évite d'aller chercher. Mais je dis des bêtises, ça a été indiqué ici sur le contrat de phase. Qu'est-ce qu'on indique? On indique les vitesses de coupe. Vous voyez, VC, N, FZ et VF. À certains moments, certains documents, vous indiquez aussi les temps de fabrication. Est-ce que ça a été spécifié ici? Non, ça n'a pas été spécifié. Donc, à droite, on voit ici les mêmes schémas, sauf qu'on a rajouté, vous voyez, les cotes qu'on réalise. Donc, quand on met des cotes dans un contrat de phase, c'est juste des cotes qui vont être fabriqués dans la phase, dans la sous-phase en l'occurrence. Hein. On met juste ces cotes-là. On a choisi de mettre aussi des schémas des outils, c'est toujours plus agréable à lire et plus facile à comprendre. Et puis voilà.
Donc, définition, après l'élaboration de la nomenclature des phases, on va rédiger les contrats de phase. Ce sont les documents qui permettent de définir le système complet de fabrication pour chaque phase définie dans la nomenclature des phases. Donc, qu'est-ce qu'on y met dedans? On y met la désignation de la phase, sous-phase en question, hein. Et puis, on y met tout ça. On y met désignation de la pièce, ensemble, éléments, matière, la machine utilisée, ainsi que le porte-pièce. Donc là, l'isostatisme n'était pas trop détaillé, mais on peut toujours dire qu'on est monté dans un étau avec des mordures, un mandrin avec 3 mordures, avec des mordous. Faut pas être avare de précision dans un document de production. Plus on précise de choses, plus ça simplifie la vie aux gens qui doivent régler la machine. Voilà. Numéro de programme, c'est bien. La désignation ordonnée des opérations, les outils utilisés, conditions de coupe. Je vous ai dit temps de coupe, pourquoi pas les mettre, temps improductif. Un schéma avec la silhouette de la pièce en position d'usinage. C'est bien de mettre en rouge les surfaces usinées, ça simplifie la compréhension. Les schémas des outils, bah, c'est toujours agréable d'avoir ça, on comprend mieux. Important, où est placée l'origine au programme. Là, ils ont mis référentiel pièce origine et axe, c'est l'origine programme. Alors, la représentation de première partie de la norme et la deuxième partie de la norme, là, les deux phrases, c'est ce fameux isostatisme. C'est ce que je vous ai dit qu'on verrait plus tard. Et enfin, les codes fabriqués. Donc, les codes fabriqués, c'est celles qui sont réalisées pendant cette phase. Voilà. Donc du coup, l'utilisation du contrat de phase. Le contrat de phase est un document qui sert de support à l'opérateur qui est sur le poste de travail. C'est le contrat de phase qui va lui dire ce qu'il doit faire, quel outil il doit aller récupérer, quel programme appeler, quels paramètres de coupe prendre, etc. Voilà. Bon, vous commencez à comprendre hein, parce que vous en avez déjà utilisé, donc vous avez vu que les infos sont dedans. Voilà. Alors, on vous met une petite note. Les temps calculés figurant sur le contrat de phase servent à la gestion de production. Ils permettent de planifier les productions de l'entreprise et aussi de faire des devis pour les clients. Alors, voilà. En conclusion, au bureau d'études, la conception du produit, réalisation du modèle 3D et du dessin de définition se fait avec des outils informatiques. Oui, maintenant, effectivement, tout se fait en informatique, en CAO. Conception assistée par ordinateur avec des logiciels le même type que SolidWorks. Ensuite, au bureau des méthodes, on réceptionne de plus en plus ces dessins directement sous forme numérique, ce qu'on appelle le modèle 3D. Hein. Un opérateur qui maîtrise son atelier et son parc machine, les outillages, les conditions d'utilisation des outils, les logiciels de FAO, peut alors très rapidement élaborer tous les documents de fabrication, nomenclature et contrat de phase. Oui, ça, on est d'accord. Ok. Et puis là, on vous met un petit schéma alors pour vous expliquer la chaîne numérique. Hein, regardez. Donc le dessin, il est fait en CAO. On dessine la pièce avec le logiciel SolidWorks. Hop, il passe ensuite dans le logiciel de FAO, fabrication assistée par ordinateur, qui lui va faire les programmes qui vont être destinés à l'atelier. L'atelier, on usine la pièce et ensuite la pièce, elle peut passer aussi en contrôle. On a aussi des moyens de contrôle numérisés, c'est-à-dire des machines à mesurer tridimensionnelles qui vont utiliser le modèle numérique et qui vont comparer le modèle numérique à la vraie pièce réalisée. Voilà, tout ça c'est numérisé. Nous déjà au lycée on est pas mal hein, au niveau numérisation. Cette chaîne de FAO, on la respecte, on est en plein dedans. Il y a il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent comme ça aussi. Dès que les structures sont grosses, ils sont sous ce schéma-là. Après, les petites boîtes, beaucoup moins. Dès qu'il y a, ils n'ont pas la chaîne numérique complète. Et encore, ça se développe vachement. Ils ont en tout cas maintenant tous des CN. Par contre, la FAO, c'est pas toutes les entreprises qui l'ont. Même si ça a tendance à se développer, mais il y a encore des boîtes qui travaillent sans FAO. Voilà pour le cours sur les documents de production. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire le petit exercice là pour voir si vous avez compris qui va avec ce cours. Hein. Voilà.